Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreuses dans cet amphithéâtre. C'est toujours très, très impressionnant. On vous a promis du monde. Ils sont là, hein, je vous rassure. C'est juste que... Non, mais je vais vous expliquer, quoi. Quand même, on est entre nous, on est samedi. On a la semaine dans les pattes et tout. Il y a le café, il y a le machin. Et je leur ai dit, finissez tranquille parce que moi, j'ai quelque chose à raconter juste avant. C'est vous donner un petit peu les coulisses de cette histoire fou et folle d'histoire. Parce que ça, les invités, ils arrivent après. Nous, on est dans la tambouille de l'émission de radio sur France Culture, tous les jours à 9h. Et dans cette émission de radio, je ne sais pas si vous l'écoutez, mais je reçois des historiens, des historiennes. L'idée est très simple, c'est de rendre accessibles les résultats de la recherche au plus près de ce qui se fait à l'université ou dans tous les centres de recherche, donner la parole à des cadors de l'université, bien sûr, mais pas seulement, parfois à des jeunes chercheurs, chercheuses, des doctorants qui sont en cours de travail, et c'est ça l'ambition. Et j'ai des gens absolument admirables. Pour beaucoup, c'est leur premier média, vous imaginez, France Culture, on commence haut, et ça se passe super bien. Mais malgré tout, je me rends compte de quelque chose. Face à moi, sur d'autres chaînes, ça a quelques années maintenant, il y avait... tenez, sur France Inter, il y avait Augustin Trapenard, que j'aime beaucoup, hein, c'est formidable ce qu'il fait. Augustin Trapenard a Catherine Deneuve comme invité. Moi, j'ai Eugène Grandier, professeur je ne sais pas où. Et donc, je ne peux pas rivaliser avec Augustin Trapenard. Et surtout, je me rends compte que ce qui donne l'envie de l'histoire... Bien souvent, quand on est jeune, c'est pas le livre de l'universitaire. On ne lit pas, quand on a 14 ans, c'est rare, un livre de Claude Govard directement. Je dis Claude Govard, je pourrais dire plein de noms. Souvent, ce sont d'autres vecteurs. Alors, je sais pas vous, moi, c'est vrai que Fortune de France, de Robert Merle, c'est essentiel. Je sais que la bande dessinée, enfin, Astérix, Obélix, on pourrait le décliner de 1000 manières. Le cinéma, bien sûr. Le roman. Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut absolument réussir à donner la parole à celles et ceux qui, alors là, authentiquement, ne sont pas historiennes, pas historiens, mais qui portent l'histoire. Ces hommes, ces femmes qui, par leur création, et de tout type, hein, que ce soit du roman, que ce soit de la musique, que ce soit des œuvres d'art, eh bien, nous donnent envie d'aller plus loin et d'acheter ensuite le livre de Claude Govard. Vous voyez, c'était vraiment ça l'idée. Et donc, c'est l'ambition de Fou d'Histoire. C'est d'inviter des gens pour nous parler. Et c'est ainsi qu'est né ce livre. Je vous le dis tout de suite, ce livre, ce n'est pas la transcription des émissions de radio. Ça n'a aucun intérêt, sinon vous écoutez la radio. Enfin, je ne sais pas vous, comment vous faites de vos sous, mais si moi j'ai un truc gratuit en podcast, je ne vois pas l'intérêt d'acheter le livre qui est à côté. Donc, on n'a pas du tout travaillé comme ça. On a voulu offrir autre chose. Et à partir de ces émissions, aujourd'hui, il y en a 74, il fallait en retenir 10, parce que sinon, après, c'est plus un livre, c'est un parpaing. Et de ces 10 témoignages, récits personnels, on a tenté d'offrir cette aventure avec, vous le voyez, des noms. Ça, c'est le sommaire du livre. Code couleur. Et vous les voyez, ils sont là, Maëlys de Kerangal, Gaël Faye, Delphine Orviller, Christian Guémy, c'est C215, Laurent Godet, Laurence Equilbé, Jean-Michel Otonia, la liste zénitaire qui est là, et Didier Deninx qui arrive par ici. Allez-y, installez-vous. Voilà, on voit qui a pris le café avec qui. Didier. 1000 merci d'être là aujourd'hui. Non mais vous avez vu quand même. On est à Blois, vous avez vu cette réunion de talents. Et c'est un bonheur, quoi. Un véritable bonheur. Non mais c'est vrai que l'idée, c'est ce que j'expliquais, l'origine de cette émission, d'inviter des gens dans une émission d'histoire, des gens qui ne sont pas historiens ou historiennes, ou en tout cas qui ne proposent pas, pour la raison pour laquelle on les invite, un livre d'histoire. Maëlys, malgré tout, l'histoire est toujours présente. Hein. C'est ça qui est aussi important à souligner, parce que l'histoire, ça a plusieurs sens. L'histoire, c'est le passé, globalement, et puis l'histoire, c'est la discipline scientifique qui étudie le passé. C'est deux choses. Alors, c'est pour ça on navigue un peu entre les deux quand on parle d'un ouvrage, d'un roman historique ou pas historique, c'est très dur à dire. Oui, et l'histoire, c'est l'enquête.
d'abord. Par exemple, donc moi j'ai écrit un livre, un roman qui se situe au Havre, et alors une de mes questions était aussi une question d'histoire. Hein, comment est-ce que j'allais faire pour importer de l'histoire dans ce roman, et notamment l'histoire des bombardements du Havre. Vous voyez, et ça c'est même comme romancier, on se trouve parfois on a parfois affaire à des questions comme ça. C'est-à-dire que pas forcément faire justement du roman historique, mais comment est-ce qu'on peut importer des données, des témoignages, des faits. Donc moi j'étais très focalisée sur la manière dont ces bombardements par exemple avaient eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, et dans quel contexte ça ressurgit, notamment au cours de ce jour où la narratrice déambule. Donc effectivement, il y a la question du passé. Dans ce livre, c'est aussi une ville dont le passé a été vidé, expurgé, puisqu'en fait la ville elle a été reconstruite, et on a vraiment le sentiment d'être sur une seule couche géologique presque, puisqu'en fait ce serait l'architecture d'Auguste Perret, c'est-à-dire vraiment les modules tramés de 6,24 m de trame architecturale, et puis des modules avec ces cours, immeubles de 3 étages ponctués d'une tour. Il n'y a plus rien d'avant. Hein, donc à la question du passé, qu'est-ce qui incarne le passé, et puis est-ce que le passé est une matière fossile aussi? C'est aussi une question que le livre se pose. Qu'est-ce qu'on fait de nos fantômes? Est-ce que le passé n'est pas aussi une matière extrêmement plastique, vivante, qui réinfuse en vous? Donc effectivement, le passé, l'enquête, et puis voilà, et puis cette discipline historique, puisque dans ce livre, donc pour faire revenir ce témoignage des bombardements, la solution a été d'inventer un personnage de témoin et de lui faire porter un discours qui est le discours des bombardements du Havre. Et elle, c'est une femme qui a été donc dans la cave. Hein, donc il y a une ville, on descend dans une cave, on remonte 3 heures après et il n'y a plus rien. C'est un peu ça l'histoire. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 heures où Jacqueline est dans la cave? Voilà. Et en fait, en passant par le personnage du témoin, et je pouvais, grâce à des archives et à des documents, alors pour le coup historiques, modéliser un texte qu'elle pouvait dire à ces 2 jeunes filles, parce qu'il y avait aussi une histoire de transmission, l'histoire c'est aussi ça. Voilà, trouver un moyen de faire advenir un peu l'histoire dans ce roman. Voilà. Ouais, et puis la transmission, hein, on l'entend, c'est vraiment un mot qui est ici, la transmission, mais parfois pas volontairement pour dire je veux transmettre une histoire parce que j'ai quelque chose à raconter. C'est aussi pour se comprendre soi-même. Alice Zeniter, une fille sans histoire. Je reprends le titre d'un de vos écrits, mais je trouve l'expression formidable utilisée ici. C'est terrible cette expression. Ça, c'est quelqu'un sans histoire. Mais ça veut rien dire et ça veut tout dire à la fois. Ben, ça veut dire que pendant très longtemps, on a estimé que comme l'existence des femmes était une existence qui était réservée à la sphère domestique, qui était par essence une sphère privée et donc loin des yeux, alors que les hommes avaient accès à l'espace public, on devait en fait ne rien pouvoir raconter sur une femme, ça voulait dire qu'elle était restée dans cet espace privé loin des yeux et que donc on ne pouvait rien dire d'elle, quoi. Elle s'était bien tenue, donc elle s'était tenue loin de tout témoin qui pourrait raconter quoi que ce soit à son sujet. Alors qu'évidemment, moi, je ne peux pas imaginer de pire malédiction que d'être sans histoire. Mais je voudrais, même si personne ne m'a demandé, rebondir sur ce que vient de dire Maëlys, qui est en fait ce que je trouve très beau dans ton roman et qu'il y a aussi dans celui de Gaël, c'est des romans en fait qui montrent la création d'une archive. Enfin, tu dis que toi, en tant que romancière, tu as travaillé avec les archives pour écrire ce témoignage, mais cet enregistrement que font les 2 jeunes filles, c'est la création d'une archive comme Stella qui enregistre toute la vie
de sa grand-mère, et ça montre aussi que les archives, elles ont 2 âges toujours. Elles ont la date de ce qui est raconté dedans, mais elles ont aussi l'âge de leur constitution, et au moment de la constitution, il se joue toujours autre chose que la cave au Havre. Il se joue ce moment de TPE à la fin du lycée, et donc c'est aussi une archive, même si c'est pas forcément ce qu'il y a dedans, c'est aussi une archive de la jeunesse du personnage de Maëlys, et de la même manière, toi, c'est cette constitution d'un savoir qui va unir à un moment donné au bord de ce lac, dans cet endroit absolument magique, les personnages du livre, et donc les archives ont plusieurs âges, et ça, je trouve ça très beau que ce soit raconté dans un roman qui constitue peut-être une sorte de couche supplémentaire de la fabrication, abritée derrière la fiction, voilà, et c'est quelque chose qui m'enthousiasme, donc j'ai volé la parole, voilà. Ah mais merci de l'avoir volé, hein. À moi, pour un butin comme ça, je veux que tout le monde vole la parole, parce que c'est vraiment ça. Et vraiment, Maëlys et Gaël, c'est exactement ce que j'ai ressenti à chaque fois, et c'est pour ça que je trouve que ce que vous produisez correspond vraiment aux attentes d'un festival d'histoire. Dans Jacaranda, Gaël, c'est ça, c'est la recherche de l'histoire, c'est comprendre son histoire, c'est qui je suis dans cette histoire, et donc l'enquête, la quête, hein. Et il y avait vraiment de ça, sauf que dans l'œuvre avec la fiction, c'est ces couches, on va beaucoup parler de couches aujourd'hui, je sens, ça va être un peu une émission napolitaine, mais c'est ça, c'est plusieurs couches, c'est le narrateur qui cherche son histoire et qui rencontre d'autres personnes qui elles-mêmes cherchent leur histoire. Tout ça, c'est notre histoire, et c'est ces histoires individuelles. C'est passionnant d'ailleurs, enfin bon, vous l'entendez que c'est passionnant. Oui. Oui, et c'est il y a aussi la question du silence, parce que c'est-à-dire on peut être pris dans l'histoire et ne rien y comprendre parce que personne n'a les mots pour raconter l'histoire. Donc la quête, c'est aussi la quête de la parole, des mots qui trouvent les contours, qui n'expliquent pas forcément, mais qui arrivent à permettre la discussion, le dialogue quand il n'existe pas, qui n'existe plus. Alors, je viens d'une histoire où un monde a disparu. Un génocide, c'est l'effacement d'un monde. Et donc, il y a quelque chose aussi de vertigineux quand on est au Rwanda et qu'on nous dit que des familles entières ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a... Et puis les familles rwandaises, en général, c'est des grandes familles. Et donc que plus personne n'existe d'une famille. Une famille entière n'est plus là, et même personne n'est là pour la pleurer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans ces histoires-là, si ce n'est d'essayer de reconstituer par les mots, parce qu'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de photos, il n'y a plus rien. Le génocide, c'est aussi l'effacement de toute preuve d'existence, et donc c'est une quête parfois de l'impossible, mais effectivement c'est une quête, et elle passe d'abord, je pense, par la parole, par les mots. Et c'est une quête qui est portée par des récits individuels, parce que ce sont des témoignages, mais c'est cet écho à l'universel. C'est vraiment, cette notion de crime contre l'humanité a vraiment un sens, hein, parce qu'il y a des dates, cette chronologie d'un génocide, il y a des lieux précis, et puis après il y a la portée de cette histoire-là, qui fait qu'on est heurté par ces récits individuels, hein. C'est ce va-et-vient constant, et c'est vrai que la fiction permet ça aussi, c'est qu'on est au plus proche des personnages, et peut-être par là même au plus proche de l'universel. Je ne sais pas, vous, comment vous imaginez cela au moment d'écrire. Vous avez le micro, Gaël, gardez-le, mais est-ce qu'au moment d'écrire, on sait où on va pour raconter une histoire, cette quête? Vous savez, c'est l'enquêteur, il commence, il ne sait pas à la fin ce qui va se passer. Vous avez l'option Colombo. Vous savez, Colombo, on sait qui a tué dès le début, et puis on essaye de voir l'enquête. Est-ce que vous commencez, vous savez où vous allez? Non, je ne sais pas du tout. C'est simplement une intuition qui est là. Je suis parti
d'une observation qui m'émerveillait. C'est que j'ai connu mon arrière-grand-mère qui avait vécu dans le Rwanda précolonial, enfin, qui était née, qui avait grandi avant l'instauration de la carte d'identité ethnique, et donc qui, elle, ne se définissait ni en tant que Hutu ou Tutsi, vu que c'était une invention de la colonisation. Et puis je vois mes filles grandir dans un Rwanda aujourd'hui où on n'a plus besoin de se définir. Enfin, d'ailleurs, c'est prohibé de se définir en tant que Hutu et Tutsi. Tout le monde est rwandais. Et donc, cette société post-coloniale et post-génocide, post-ethnique, dans ma courte vie, j'ai pu rencontrer des gens qui vivent ça. Et donc, entre les deux, nous avons été formatés par ce racisme-là, par cette vision du monde. Et donc, je savais simplement qu'il y avait un trajet que je devais faire, une discussion donc, entre Stella, qui représente cette génération de l'après, et donc Rosalie, qui incarne cette arrière-grand-mère que j'ai connue. Et je savais qu'il y avait une discussion que j'avais envie que mes filles parlent à mon arrière-grand-mère, qu'elles ne rencontreront jamais, mais parce qu'elles avaient ça en commun, c'était de ne pas être formatées. Et donc, entre les deux, nous avons été formatés. Et comment on a vécu chacun nos réalités, chaque génération, comment on a vécu nos réalités, et comment aujourd'hui, eh bien, on peut dialoguer malgré des réalités tellement différentes. Avec tous les éléments de la réflexion pour l'histoire. Didier, je vous laisse prendre le micro, mais c'est vrai que là, ça a été évoqué, le vécu de chacun qui n'est pas l'histoire en tout, parce que l'histoire, c'est autre chose, c'est cette étude de tous ces phénomènes avec ces générations, parce que le vécu de chacun fait qu'on ne vit pas la même chose, le même événement quand on a 8 ans, quand on a 40 ans, quand on a 80. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ces histoires, ces récits, parce que vous le voyez encore, ce sont autant d'univers qui sont évoqués à travers autant de récits personnels, et tout cela se croise, et c'est ce va-et-vient, cet écho. C'est sûr qu'avec vous, Didier Deninx, c'est la banlieue rouge, c'est autre chose, mais pareil, cette banlieue rouge, elle n'est pas la même selon où l'on se trouve à un moment, et surtout quand on regarde aujourd'hui comment on la perçoit. Oui, il y a le thème de l'effacement par les bombardements, l'effacement par le génocide. Moi, j'ai été marqué par une phrase comme ça dans un texte de Benoît Dutertre, où il disait qu'il ne pouvait pas aller sur la plage du Havre parce que cette plage avait été reconstruite ça avait été gagné sur la mer avec les gravats de la ville bombardée, et qu'à l'intérieur, il y avait des morceaux de corps. Et donc le Havre, il y a ça aussi, il y a ce côté tragique qui est dans le quotidien, et dans le quotidien de l'abandon des corps aujourd'hui. Donc il y a ça, et dans l'effacement, moi j'ai vécu dans toute ma vie, j'ai 75 ans, j'ai vécu l'effacement d'un continent, un continent qui n'existe pratiquement plus, qui est le continent du mouvement ouvrier, le continent de la banlieue rouge, du rapport à la décolonisation, du rapport à la laïcité, tout ça a coulé comme ça, mais coulé dans le sens, non pas du fleuve, mais du précipice. Et donc j'ai assisté à ça, et depuis ma plus tendre enfance, j'arrêtais pas de cogner sur les silences de tous ceux qui m'entouraient. Le silence de mon grand-père, qui m'a élevé pour partie, il était déserteur. Et donc il y avait ce mot de désertion pendant la guerre de 14-18. Et quand je suis devenu écrivain, mon deuxième bouquin, Le Der des Der, j'ai abordé le thème de la guerre de 14-18 pour essayer de comprendre ça. Cette image du paternel, alors que l'essentiel de la famille disait que le grand-père n'avait pas déserté. J'avais une tante qui disait il n'a pas déserté, il avait le sommeil très lourd, donc ça lui arrivait d'arriver en retard aux tranchées. Et en 84, je suis allé à Vincennes pour avoir le dossier militaire de mon grand-père. Et on m'a interdit d'avoir accès aux archives pour protéger la famille. Et j'y suis retourné il y a 3 ans, après la mort de ma tante, parce que dans les papiers familiaux, j'avais retrouvé le jugement du 3e conseil de guerre du Cherche-Midi, condamnant mon grand-père à 2 ans et demi de travaux forcés pour désertion devant l'ennemi.
Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a totalement formaté. Et j'ai essayé d'interroger les silences qui étaient autour de moi, et ces silences recoupent une grande partie de l'histoire pacifiste, de l'histoire de la décolonisation, des souvenirs comme ça, des photos. J'ai 19 ans, je suis avec ma sœur, et il y a trois Vietnamiens qui sont là. Il y a un type qui s'appelle Henri Martin. Henri Martin, ça ne veut plus rien dire pour personne. C'était quelqu'un qui avait refusé de combattre contre les Vietnamiens en 1954, qui avait été mis en prison. Il y a un portrait fait par Picasso, il y a un poème de Prévert qui est attaché à Henri Martin. C'était mon voisin. Ce personnage, il y avait son nom sur tous les murs de France, libéré Henri Martin. Et ces 3 Vietnamiens, c'était tout simplement, il y avait des conversations secrètes entre le gouvernement américain et les Viet Cong qui se passaient à Paris. Et c'était les 3 émissaires Viet Cong qui étaient planqués en banlieue. Et comme j'avais une famille militante et tout, ils étaient planqués dans nos chambres. Donc voilà, c'est toute une série de choses comme ça où l'histoire, l'histoire la plus haute, d'une certaine manière, celle qui s'écrit dans les livres, elle se jouait à ces endroits-là. Et ensuite, les Vietnamiens, ils sont restés une dizaine de jours et ils ont après changé la planque était un petit peu éventée et ils sont partis chez Lucie Aubrac, qui faisait partie du même groupe et tout. Je l'ai rencontré par la suite dans une émission sur France Inter, comme ça, j'en avais parlé, elle se souvenait de ces 3 personnes. Et donc moi, la manière de saisir l'histoire, c'est de cette manière. C'est un petit peu pour éclairer le silence des miens, quoi. Ah, le silence, c'est vrai que ça revient souvent. Hein. Je voulais poser une question à Didier Deninx. Enfin, c'est une réflexion qui est un peu tâtonnante, hein, sûrement assez maladroite, mais j'ai le sentiment, depuis quelques années, en tout cas dans la discipline historique, qu'il y a une réintensification très forte des études postcoloniales et notamment de la question de la colonisation et de la décolonisation qui est extrêmement vive, avec beaucoup de travaux de recherche qui sont engagés. C'est même un champ extrêmement intense. Alors, et je trouve aussi que dans le livre d'Alice, Frapper l'épopée, et évidemment celui de Gaël, c'est des situations et c'est presque des romans qui peuvent être envisagés. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent que s'envisager à l'aune d'eux, mais en tout cas qui peuvent aussi s'envisager à l'aune d'une réflexion issue d'une réflexion sur ce que ça a pu être la colonisation et puis des États postcoloniaux. Je dis ça parce que je trouve ça assez l'idée que un monde a disparu, un monde marqué par ces luttes a disparu, et j'avais envie de dire que peut-être pas, en fait. Peut-être que ça pourrait être réactivé, et peut-être que justement cette réactivation, elle pourrait venir de toutes ces personnes qui se passionnent pour l'histoire. Ça, c'était un peu ce que j'avais envie de vous dire. Avant de vous donner la parole, Alice, je vous préviens, parce que ça fait toujours drôle. Hop, c'est grand. On se voit en grand comme ça. Non mais cette réflexion sur les études coloniales, post-coloniales, parce qu'il y a 2 choses. Il y a les travaux des historiennes, des historiens, bien sûr. Il y a la diffusion de ces travaux dans la société. Et puis il y a la manière du ressenti, du vécu individuel ou familial. Comment ces informations-là passent, sointent, comment ça se confronte aux archives personnelles, par exemple. C'est pas tout d'avoir un livre sur des études sur la guerre d'Algérie, sur des choses comme ça, et puis après d'ouvrir les tiroirs et de trouver des photos. C'est ce va-et-vient, moi j'aime bien, on l'a mis ici en exergue, mais qui transmet l'histoire, à qui, sur qui, et sous quelle forme, en fait. C'est la question que vous posez aussi. Oui, parce qu'en fait, moi, dans le cas de ma famille, les seules traces écrites que je peux trouver avant que mon père apprennent à lire et à écrire une fois arrivé en France, donc à la fin des années 60, c'est des archives qui sont des archives coloniales. Et que ce soit les archives officielles en termes de registres ou de choses comme ça, ou simplement le fait que, par exemple, pendant que j'écrivais L'Art de perdre, j'avais beaucoup plus de chances de trouver des informations sur la région sur laquelle j'écrivais en allant sur des pages Facebook d'anciens pieds noirs,
qui mettait en ligne des photos et qui se disait est-ce que quelqu'un se souvient de qui est le type avec le tambourin qui passait sur la place du marché, et là la boutique qui serait à gauche, si on se tournait, qu'est-ce que c'était, j'arrive pas à me souvenir, et il y avait donc tout ce partage d'informations, mais qui sont des partages d'informations de villes blanches en fait, et dans lequel la population arabe ou kabyle est une sorte de second plan permanent ou de petits éléments folkloriques, et ce sont ces gens-là qui tiennent les seules archives que j'ai en archives familiales. Donc c'est comme si mon album de famille, il était aussi en permanence, j'avais un album de famille et il y a en même temps des commentaires racistes. Et donc c'est très compliqué d'avoir seulement ça comme archive familiale. Et ça va encore plus loin dans le cas des forçats en fait, algériens envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie. Donc vous connaissez bien comme histoire, Didier. Mais quand je découvre cette histoire et que je commence à travailler sur ça, en fait, la liste de ceux qu'on a appelés les Arabes de Calédoune, c'est la liste qui a été faite par la pénitentiaire. Et la pénitentiaire, en fait, elle ne les connaît pas, ces noms arabes ou ces noms kabyles, donc elle les écrit un peu comme elle les entend, un peu elle simplifie, ce qui veut dire qu'à chaque passage, les noms ils sont changés. Donc il y a des noms qui vont avoir 5 ou 6 orthographes différents dans les archives, et on est obligé de se dire attends, mais en fait c'est la même personne ou c'est pas la même personne. Il y a des types à qui on a donné juste un prénom, parce que franchement leur nom de famille il était trop long, il était trop compliqué, donc en fait on a dit non mais tu t'appelleras Abdelkader. Et puis voilà, et donc en fait ces gens sont inscrits et leurs descendants sous des identités qui ne sont pas les leurs, ce qui veut dire donc quand je suis allée là-bas pendant plusieurs mois au début 2023, j'en parlais avec Jean-Pierre Tayeb Haïfa qui est le dernier, je pense, descendant direct des forçats, le dernier fils d'eux. Et il me dit que, en fait, il a été maire de Bourail, l'endroit où il y a toute la descendance de cette diaspora algérienne. Et il me dit qu'assez régulièrement, il voit des gens, des familles algériennes arriver à la recherche de leurs ancêtres, mais en fait, leurs noms, on ne les retrouve pas. Eux savent que leurs ancêtres, ils ont été envoyés à la Nouvelle. À un moment donné, on les a arrêtés, on les a mis sur un bateau, ils sont partis. Mais sur place, on n'a pas de traces de leur arrivée. Et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on ne sait pas si ça veut dire qu'ils sont morts sur les bateaux, parce qu'on essayait de les nourrir avec du lard et du vin, et donc en fait, ça passait très mal. Et donc certains mouraient de faim, les capitaines notaient des trucs sur leur entêtement à ne pas accepter le lard et le vin. Donc peut-être qu'ils sont morts sur le bateau, on ne sait pas, ou peut-être que simplement ils sont cachés sous un nom qui a été dépioté par la pénitentiaire. Et là, on commence à voir ce que ça veut dire, en fait, le problème énorme de ne pas avoir d'autres archives familiales que les archives coloniales. Voilà. Et c'est quelque chose qui est un peu au cœur du livre, cette liste, et sous quelle forme cette liste arrive, avec quel mauvais traitement infligé aux identités, et qui font que des familles se disloquent. En plus de l'exil de 18 000 kilomètres, il y a un exil de quelles traces on a laissées, sous quelle forme et avec quel mépris, jusque dans le fait même d'écrire quelques lettres. Dans le livre, là, ce qu'on a voulu faire, c'est faire ce qu'on a appelé des focus way. Ça n'a aucun rapport à ce qui vient d'être dit, hein, mais c'est parce qu'il fallait apporter à chaque fois, et c'est là que le dialogue s'instaure entre le travail de l'histoire au sens de discipline scientifique et puis de l'histoire de ce qui est raconté. C'est vrai que les communards envoyés en Nouvelle-Calédonie, on les connaît bien, 1871, mais juste après, c'est vraiment quelques mois plus tard, le soulèvement de la Kabylie qui envoie là aussi en Nouvelle-Calédonie, avec cette subtilité quand même, c'est qu'au moment de l'amnistie des communards, quelques années plus tard, 1879 de mémoire, les Kabyles, eux, ne sont pas amnistiés, c'est-à-dire qu'ils restent là-bas. Hein. Oui, mais ils vont. Ouais. En fait, les Kabyles de Al-Mokrani, ils vont pouvoir repartir. Ceux qui ne sont pas morts, c'est quand même une condition. Voilà, ceux qui n'ont pas eu le temps de mourir pendant leur exil. Les prisonniers politiques, en fait, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Alors certes, on connaît moins la bande de Al-Mokrani que les communards, mais quand on fait des recherches, on tombe plus facilement sur eux, sur ces hommes-là. Et moi, je parle des autres. En fait, je parle des transportés, je parle des droits communs, qui sont assez souvent des prisonniers politiques à qui on n'a pas laissé le nom de prisonniers politiques. C'est-à-dire, quand les gars, ils arrivent avec sur leur dossier à gifler un patron ou à voler un patron,
ben c'est pas, je veux dire, qu'est-ce qui fait que c'est pas considéré comme un geste de révolte envers l'autorité coloniale? Ben ça, en fait, ça a été laissé à la discrétion d'un juge colonial, et nous, on n'y a pas accès. Par exemple, dans les descendants de cette immigration des transportés, des droits communs, il y a un archéologue qui s'appelle Christophe Sand, qui est encore vivant aujourd'hui, qui fait des travaux absolument fascinants. Et Christophe Sand, en fait, son ancêtre était un lieutenant de la bande de Areski el-Bachir, dont je parle un petit peu dans L'Art de perdre, qui avait le surnom du Robin des Bois d'Yakouren, et qui était un bandit de grand chemin qui attaquait les Français. Clairement, c'est un acte de rébellion, enfin de politique, que faisait Areski, et donc on peut imaginer que c'est le lieutenant aussi, mais quand son lieutenant arrive en Nouvelle-Calédonie, il est considéré comme juste un brigand, et il est en droit commun, et lui, il repartira jamais. Et c'est ces hommes-là dont la trace est quasiment impossible à suivre. Alors que les hommes de El Mokrani, on arrive à les retrouver. Les droits communs, ils sombrent comme ça. On leur demande de cultiver des mangroves après avoir inscrit leur nom n'importe comment sur un registre, et puis ils n'ont plus tellement de rapport avec les hommes qu'on a arrêtés en Algérie. L'importance du roman, de la fiction, pour aussi porter le regard sur ces histoires-là qui pourraient, auprès du grand public, et là je parle toujours de cela parce que les universitaires travaillent, mais la diffusion des travaux des universitaires c'est compliqué. Dans la fiction, ça permet d'attirer le regard sur des histoires. Vous, Didier, je pense à l'exposition coloniale, c'est archétypal de cette démarche-là, hein. Oui, puis c'est un hasard. J'avais un copain qui avait disparu de ma vie, un très très bon copain, et 5-6 ans après sa disparition, il me téléphone, il était en Nouvelle-Calédonie, il avait divorcé, et il était allé au plus loin qu'il pouvait, donc les antipodes, et il était devenu directeur de la bibliothèque de Nouméa. Et il me téléphone, il me dit, voilà, depuis 5 ans, je dirige la bibliothèque de Nouméa, mais en fin de compte, c'est pas la bibliothèque de Nouméa, c'est la bibliothèque de Nouvelle-Calédonie. Bon, moi, je voyais pas un petit peu la nuance. Et il me dit, et quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'elle fonctionnait uniquement pour la bonne société de Nouméa. Et donc, j'ai commencé à former du personnel kanak. Et j'ai créé des bibliothèques, ce qui n'existait pas. J'ai créé des bibliothèques, des cases-bibliothèques dans toutes les tribus. Donc, vous avez le vocabulaire de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu accepterais d'être le premier écrivain à venir faire la tournée des cases-bibliothèques? Alors, c'était des bibliothèques provisoires, ça pouvait être dans une épicerie, une église, un lycée, bon, ainsi de suite. Et donc, je suis parti et pendant 2 mois, j'ai fait la tournée des cases-bibliothèques. Et j'étais invité par, au Petit Bonheur La Chance, comme ça. Donc ça a été des découvertes absolument incroyables de toute la société de Nouvelle-Calédonie. Et par 2 fois, il y a des Kanaks qui m'ont dit toi le vieux, donc c'était en 98, mais c'était le terme qui m'était renvoyé déjà. Et est-ce que tu sais qu'une centaine des nôtres ont été exposés comme des animaux à l'exposition coloniale de Paris en 1931? J'avais jamais entendu parler, alors que je m'intéresse pas mal à l'histoire de Paris et aux expositions, les diverses expositions. Donc c'était un repli de l'histoire. Et la 2e fois, là, ça a attiré mon attention. Et quand je suis revenu à Nouméa, il me restait une journée à passer là, j'en parle à mon copain, le directeur de la bibliothèque. Il me dit ouais, j'ai entendu parler, on va aller faire de la doc, on va aller regarder un petit peu. Et donc sur place, j'ai fait une 50aine de photocopies comme ça qui racontaient cette histoire que je découvrais à ce moment-là. Et quand je suis rentré en France, on commençait on était en 97, on commençait à parler des 150 ans, de la commémoration des 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Je me suis dit, tiens, ce serait un petit clin d'œil assez ironique de parler de 1931 où on met une centaine de Kanaks derrière les grilles du zoo. Et j'écris ça au printemps 98 pour les éditions Verdier. Et je m'aperçois qu'il y a un type moi je ne m'intéresse pas au foot, mais il y avait un type de l'équipe de France qui s'entraînait pour la Coupe du Monde, qui s'appelait Christian Carambeu et qui était kanak. Et dans ma documentation, il y avait un kanak exposé à Paris pendant l'exposition, qui ensuite avait été échangé contre un crocodile allemand et qui avait fait la tournée des zoos allemands de l'Empire Hagenbeck et qui s'appelait Willy Carambeu.
Qu'est-ce que je fais? Moi, j'écris une lettre à ce Christian Carambeu. Il travaillait, il était employé salarié du Real de Madrid, donc l'adresse était facile à trouver. J'envoie une lettre avec de la doc. Et il ne me répond pas, il a autre chose à faire, une Coupe du Monde à gagner, donc il gagne sa Coupe du Monde au mois de juillet 98. Et en septembre 98, je reçois un coup de téléphone. Allô, c'est Christian Carambeu, je suis à Clairefontaine, je m'entraîne pour le prochain match, j'ai reçu votre courrier, est-ce qu'on peut se voir? Donc je suis allé à Clairefontaine, à un entraînement de l'équipe de France, et là j'ai eu une discussion, je lui ai amené toute ma doc et il a reconnu son arrière-grand-père. Et j'aurais aimé avoir cette rencontre-là avant l'écriture du livre, parce que Christian Carambeu en face de moi, c'était le sosie de Willy Carambeu. Le sosie. Exactement pareil. Un très beau mec, Willy Carambeu. Et en 1931, Willy Carambeu, c'était l'anthropophage, c'était le cannibale, et tous les gens étaient éduqués. L'immense majorité des gens qui venaient là avaient dans la tête le fait que c'était un objet de rejet, de peur. Et donc, il y avait cette scénographie qui était totalement organisée. Et en 1998, Christian Carambeu, il se marie avec la plus belle femme du monde, dit-on. Il devient un objet de désir, il fait de la publicité. Et donc, exactement la même image donne une signification totalement différente, et c'est chimiquement pur l'explication de la fabrication des éléments du racisme, et comment après on a fabriqué cette image de Willy Carambeu, le cannibale. Et donc là, c'est tout le travail extraordinaire de gens comme Pascal Blanchard, comme toute l'équipe, Sandrine Lemaire, Éric Deroux, enfin il y en a des dizaines à citer, qui ont fait un travail. Il y avait une exposition extraordinaire à Paris il y a une quinzaine d'années, ça s'appelait Vainé et Cannibale. Et cette exposition-là, à partir des buvards qu'avaient les mômes, les petites étiquettes, genre Panini et tout, comment on mettait le racisme dans la tête des enfants dès 2 ans, 3 ans, comme ça, comment c'était fabriqué, à partir de ça, des romans, des films et tout. Et donc, Vainé et Cannibale posaient cette question d'une simplicité biblique, c'était comment a-t-on pu croire un moment que la femme du cannibale était la Vainé? Et là, le couple impossible. Et ça a fonctionné pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'il y avait l'image repoussante de la part masculine et l'image hyper érotisée de la Vainé. C'était le même espace et ça a fonctionné. La puissance de l'idéologie, elle est là, elle est devant nos yeux et tout. Et donc, pour moi, ça a été quelque chose, une aventure absolument incroyable qui s'est poursuivie après avec la découverte des trésors cachés, enfin des trésors, des restes humains cachés au musée de l'Homme pendant 80 ans, un scandale absolu. Et puis là, j'en avais traité avec le retour d'Ataï, quoi, et tout. Mais ça, sur l'exposition coloniale, c'est... Et comment par exemple, quand a été publié Cannibale, j'ai reçu un coup de fil de Pascal Blanchard. Moi, j'avais jamais lu un article de Pascal Blanchard et tout. Et on s'est rencontrés. Et il me dit, t'as passé combien de temps à faire la doc là-dessus? Bon, je dis un après-midi à Nouméa. Il me dit, ça fait 25 ans qu'on se bat avec nos moyens universitaires et tout. On n'a pas réussi à passer le mur du son. Ouais. Et c'est le roman qui arrive, le roman et le football. Il y a vraiment cette connexion. Ça arrive rarement, mais des fois le foot et le roman se rencontrent. Il fallait un peu des deux. Mais effectivement, Gaël, ça a été évoqué dans ce que vous disiez tout à l'heure, rapidement, parce que c'est en écho complet à ce que Didier vient de dire. C'est comment cette construction de l'image sur le temps long, cette histoire qui a été imposée à des générations et des générations, permet de comprendre le phénomène génocidaire dans votre cas, mais pas seulement. Parce que moi, ce qui m'a interpellé dans votre travail, c'est aussi cette réflexion sur le avant, sur l'histoire d'avant. Et c'est vrai que l'histoire en Afrique, et sachant que l'Afrique n'est pas un tout, c'est souvent une histoire coloniale, mais le avant, on ne le regarde pas beaucoup. Et comment se transmettent ces histoires-là, c'est aussi ce que font des historiens en France, François-Xavier Fauvel, qui travaille au Collège de France, trouver cette histoire d'avant. Mais l'histoire, on l'utilise au singulier, la discipline historique, mais ce sont tant et tant d'histoires qui se croisent. Cette histoire d'avant, comment la retrouver? Cette histoire imposée
par le colonisateur qui permet de construire ça. C'est pour ça que dans le roman, il y a tout cela en fait. C'est obligé de se croiser, on ne peut pas les séparer. Oui, c'est-à-dire que en tant qu'enfant né au Burundi, d'un père français, d'une mère rwandaise, mon environnement, j'arrive là et je suis incapable de le comprendre, si ce n'est que mon père et ma mère n'ont pas la même couleur de peau, moi-même j'ai pas la même couleur de peau qu'eux, mais que fait ma mère qui est rwandaise, que fait-elle au Burundi? Que fait mon père au Burundi? Pourquoi je suis là? Et c'est des questions que je me pose pas tout de suite, parce qu'on n'en parle pas aux enfants, et puis la question ethnique, on n'en parle pas du tout. Quand les troubles arrivent, comme on disait à l'époque, on commence à entendre ces mots de Hutu et Tutsi et demander aux parents qu'est-ce que c'est que Hutu et Tutsi. La réponse, dans ces années-là, à ce moment-là, c'est de dire les uns sont grands, ils ont des nez fins, et puis les autres sont petits, ils ont des nez épatés. Les uns sont intelligents, les autres sont un peu bêtes. Voilà, et c'est vraiment c'est un conte. C'est les Lilliputiens, on dirait un conte. Et dans ma tête, d'enfant, je me dis, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est une blague? Sauf que ces schémas-là sont repris ensuite dans la presse. Parce que si on lit la presse, même une presse sérieuse, en 94 ou les années avant, si on lit une certaine littérature, enfin une littérature qui a pignon sur rue, on explique les choses comme ça. Encore aujourd'hui, là récemment, un ancien directeur de la DGSE explique ça dans un entretien. Voilà, que les uns sont grands, les autres sont petits, et que c'est pour ça qu'ils se font la guerre. Et donc tout ça, c'est vraiment plaquer des imaginaires, des fables sur une société, en faire un laboratoire et touiller et se dire qu'est-ce qui va se passer. Malheureusement, ce qui se passe, c'est des violences qui vont marquer à jamais des êtres humains. Et donc remonter la chronologie, la généalogie de tout ça et se rendre compte à chaque étape que c'est de la folie humaine. Qu'à aucun moment quelqu'un a dit mais arrêtons cette bêtise-là, et que tout le monde a été pris dans ces histoires, c'est terrifiant. C'est terrifiant, et écrire un roman à hauteur d'être humain, c'est de rajouter une histoire humaine qui nous sort de la fable et qui nous sort des espèces de folie, de folie de l'imaginaire, de scientifiques avec des éprouvettes qui tentent des choses sur des êtres humains. Je pense qu'on n'imagine pas combien l'histoire a été instrumentalisée, figée, qu'elle l'est encore dans beaucoup de pays. Qu'en France, nous avons une école historique assez exceptionnelle, qui fait écho à d'autres écoles, mais qui a dépassé ce cliché. Alice, ça, c'est les doubles pages qui vous concernent dans le livre, et notamment, vous aviez évoqué ces trucs un peu scolaires qu'on voyait, non mais les rois feignants, les machins, les trucs d'école, mais c'est vrai que longtemps, l'histoire, ça a été ça, parce qu'on en a besoin aussi pour essayer de comprendre le monde, et c'est l'horreur que vous évoquiez, Gaël. C'est qu'on a besoin de lignes, et on croit comprendre le monde. Les rois feignants, ils sont feignants, et donc c'est pour ça qu'ils ont été renversés, alors qu'on sait que c'est pas vrai, ils n'étaient pas feignants, non mais l'image reste parce que ça nous aide à comprendre. C'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'à un moment, nous-mêmes, on simplifie les choses pour essayer de comprendre, et que hélas, c'est la complexité qui doit prendre le dessus systématiquement, mais c'est pas ce vers quoi on va facilement. Et c'est pour ça que je pense que la littérature, en grande partie, c'est cette main tendue vers la complexité, parce que en s'attachant à des personnages, par exemple, ou à des histoires, cette complexité, elle vient. Elle nous est pas imposée, quoi. Elle suinte dans les écrits. Je vous dis ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais
c'est vrai qu'en fait, et c'est quelque chose que moi je traite un peu en termes de réflexion sur la théorie littéraire ou sur la narratologie, le fait que on a tendance pour se raconter le monde et avoir l'impression qu'on peut l'appréhender à utiliser des formes de récits qui sont très simplifiées parce que du coup comme c'est plus facile, on peut les ajouter. Ces récits-là, les uns après les autres, et couvrir une plus grande partie du monde, parce que c'est ce qu'on nous a présenté aussi. En fait, ces récits qui sont des récits de causalité dont vous venez de parler. C'est parce que les rois fainéants étaient feignants que, c'est parce que les Tutsis étaient comme ça que les Hutus les ont jalousés. Et on a besoin de cette chose. C'est parce que les Kanaks étaient anthropophages qu'il fallait s'en débarrasser. Et ça, par exemple, c'est une chose que les descendants des Algériens se racontent encore aujourd'hui, puisqu'il s'est passé donc cette chose qui est absolument terrifiante quand même dans le grand ballet de la folie coloniale, c'est-à-dire les communards qu'on envoie donc au bagne de la Nouvelle, ainsi que El Mokrani et ses hommes qu'on envoie là-bas en 1878 quand les Kanaks se soulèvent, quand il y a la grande révolte kanak menée par Ataï. Il y a une trentaine de communards et Mokrani qui se portent volontaires pour la répression de cette révolte, la répression sanglante de cette révolte. Et donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont censés s'être opposés au pouvoir français. C'est des anarchistes. Pour El Mokrani, c'est des sujets coloniaux qui se sont rebellés contre l'autorité coloniale. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et aujourd'hui encore, voilà, en 2022, en 2023, moi je peux rencontrer des gens qui disent non, c'est parce que les Kanaks étaient anthropophages. Et ça, du coup, vraiment, ils supportaient pas, quoi. Moi, mon arrière-grand-père ne supportait pas ça. Et donc je dis oui, c'est plus facile en fait de vous raconter ça. C'est plus facile de vous raconter ça que de vous dire d'abord que les Algériens sont racistes en immense partie aujourd'hui encore. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être une personne à la peau foncée en Algérie par rapport à une personne à peau claire, et que en fait ils se sont retrouvés coincés dans un système de hiérarchisation raciale où on leur a dit soit vous êtes les plus bas des blancs, mais c'est quand même plus avantageux que d'être du côté des Kanaks, soit vous êtes avec les indigènes, et dans ce cas-là vous êtes vraiment la lie de la population et vous faites pas partie de la colonie de peuplement qu'on va faire. C'est-à-dire, comme cette colonie de peuplement, elle doit blanchiser l'archipel, si vous ne vous mettez pas de notre côté, vous allez vraiment être très très limité. Et on peut pas dire que c'est un choix parce que c'est une survie, c'est une horreur, bien sûr, mais c'est pas parce que les Kanaks étaient anthropophages. Et sur le truc de la complexité, là, j'étais en train de lire le dernier livre de Michel Naples, donc un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la Nouvelle-Calédonie, et son livre s'appelle Conjurer la guerre. Et dedans, il dit, en fait, pour lutter contre ce récit simpliste qui disait que les Kanaks étaient anthropophages, on a proposé un autre récit qui était les Kanaks sont pas du tout anthropophages. Il dit, et d'accord, moi je veux bien, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que dans les chansons de la fin du 19e siècle qui ont été archivées, pourquoi il y en a une qui dit « le moment est venu de manger la joue grasse ». Enfin, parce que du coup, concrètement, ils font des chansons sur l'anthropophagie, et par ailleurs, quand moi je parle avec mes amis Kanaks, ils me disent « bah oui ». Oui, en fait, il y avait une anthropophagie. Donc, en fait, on ne peut pas remplacer un récit simpliste par un autre il faut accepter que c'est juste, ça n'était pas leur nourriture quotidienne. Genre, c'est pas l'équivalent du pain ou des pâtes. Mais rituellement, c'est une chose qui pouvait arriver. Et on doit accepter la complexité de ce récit-là. Avec la complexité toujours et se méfier de ces représentations. Alice, juste comme vous avez le micro, Le Havre, votre expérience en 2 mots, vous étouffez pas. Non, c'est beau Le Havre. Il pleuvait ce jour-là quand vous y étiez. Hein. Non, mais j'ai dit à déjeuner, et je m'excuse, Maëlys, j'ai dit que je n'aimais pas du tout Le Havre, qui est pour moi une ville de courant d'air absolument sadique. C'est comme si le vent nous poursuivait quoi, dans Le Havre.
Et donc, l'archive fait naître une émotion inattendue. Mélisse de Kerer-Orgaz, j'ai presque envie de dire que Le Havre, c'est une archive géante avec ses constructions et cette ville que moi je trouve sensationnelle. Mais revenez quand il fait beau, non, quand il y a moins de vent. Non, mais cette ville, elle a quelque chose de très fort. Et quand vous en parlez, et après l'émission que nous avons pu faire ensemble, j'ai eu tant et tant d'échos. C'est vrai que c'est une ville qui touche au cœur, Le Havre. C'est l'UNESCO quand même, hein, c'est le patrimoine mondial. Il y a quelque chose de particulier et surtout, il y a un attachement à cette ville. Et cet attachement est d'autant plus grand qu'on connaît son histoire. Les bombardements, la destruction et la reconstruction, Perret, mais cette longue histoire, cet univers et surtout cette ville incarnée, quoi. Ce sont des hommes et des femmes qui y vivent. Oui, alors... moi, j'avais envie aussi d'intervenir sur voilà, qu'est-ce que la littérature et l'histoire peuvent faire ensemble, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Et je vois l'histoire de l'émotion. Alors, c'est vrai qu'il y a le choix de la complexité. Avec la littérature, on peut approcher la complexité. Mais moi, je pense effectivement que la question de l'émotion et la question de l'incarnation, c'est un mot que vous venez de dire. C'est-à-dire que la littérature, c'est précisément ce qui peut-être permet d'aller chercher des formes d'incarnation de ce qui pourrait sinon rester plutôt des discours. Voilà, c'est comment le discours historique, comment il fait pas forcément bon ménage avec la fiction et comment la fiction, justement, ou le roman peut lui ménager une place, comment ça peut s'enchasser. Et Le Havre, je trouve que c'était pour ça un terrain magnifique, parce que pour le coup, l'histoire de la ville est une histoire traumatique. Enfin, il y a eu ce bombardement du 5 et 6 septembre 1944. Les bombardements durent jusqu'au 11-12, mais en 2 jours, quasiment la ville est détruite. Donc, ces bombardements-là, ils vont... casser la linéarité, c'est casser le temps, quoi. Ils détruisent aussi une forme de linéarité temporelle. Ils font une espèce ils défoncent la temporalité de la ville. C'est peut-être d'ailleurs ça qu'on appelle un urbicide, en fait. Hein. L'urbicide, c'est pas seulement détruire les monuments, et puis en plus, c'est un mot qui est un peu gênant, parce qu'on ne détruit jamais que les monuments, il y a des gens qui vivent là. Donc, urbicide, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que la ville a été vidée, etc. Le Havre n'avait pas été évacué. Hein. Donc, en 2 jours, il y a quand même 2000 morts. Et à propos de ces données décoloniales, dans mon histoire, l'héroïne et son ami essayent de produire des données sur ces bombardements. C'est effectivement le TPE de la fin de l'année de terminale. Et il y a une question de combien de personnes sont mortes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tout ça, c'est fascinant, parce que quand on travaille à l'aune de la réflexion sur les archives et sur les données dont on dispose. Donc là, moi, j'ai travaillé avec des données historiques, notamment celles qui viennent justement de l'université au Havre. Et si vous voulez, par exemple, les travailleurs coloniaux n'ont jamais pu être nommés, n'ont jamais pu être comptés, parce qu'en fait, il y avait juste personne pour les signaler, pour les réclamer. Donc eux, ils sont partis. C'est aussi le fait que les bombardements, ils ont été aussi opérés par ceux qui étaient censés libérer la ville. Donc il y a toute cette histoire des libérateurs, c'est-à-dire que la ville est détruite en 2 jours par les Alliés, notamment par les Anglais. Donc il y aura pendant assez longtemps une forme d'anglophobie dans cette ville. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressée, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire la ville est reconstruite. Enfin, elle n'est pas reconstruite d'ailleurs. Une autre ville est construite. C'est complètement différent. Le Havre n'a jamais été reconstruit comme on a pu reconstruire Arras ou Varsovie. C'est une autre ville. Alors, quelques axes sont repris, mais sinon, Perret, il établit son plan comme dans le centre-ville, et c'est totalement une autre ville. Simplement, justement, ce que peut-être la littérature peut approcher, c'est la question du spectre. C'est-à-dire que quand on grandit au Havre, quand on vit je disais tout à l'heure, cette espèce de couche, de couche géologique, finalement, qui serait un seul âge, une seule strate, qui est celle, on va dire, des années 50, pour aller vite, donc de la reconstruction Perret. On sait néanmoins qu'il y avait une autre ville avant.
on sait qu'il y avait une... Et elle est spectrale, en fait. C'est comme si même la ville où on habite est venue combler un grand vide, est venue combler une absence, est venue combler une disparition. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette ville qui a disparu, et cette narratrice, elle essaye de les rappeler. Bon, c'est aussi un livre sur une histoire de fantômes, et la littérature, elle peut approcher cette espèce de matière extrêmement sensible qui se révèle d'ailleurs comme une espèce de polaroid, c'est-à-dire, évidemment, c'est pas fracassant, mais ça marche par le travail de la mémoire, avec l'idée quand même que la mémoire, elle s'inscrit dans des lieux, enfin, que les lieux sont aussi, voilà, on le voit dans nos livres, c'est les lieux des traces, des empreintes, voilà, que les habitations habitées ne se fait pas sans laisser de traces. Donc, moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'étais fascinée quand je me trouvais face à un pignon d'avant la guerre, vous voyez. Alors c'était parfois un bout d'immeuble dans le quartier sur le boulevard de Strasbourg. Il restait quand même 2 ou 3 immeubles d'avant-guerre. Une de mes amies vivait là. Aller chez elle, je pense que j'étais absolument fascinée parce que c'était un peu un voyage dans le temps et j'avais l'impression de me reconnecter avec la question du passé, un passé qui n'affleurait plus dans cette ville. Donc, pour moi, la question de la littérature, c'est aussi ce qu'elle peut faire avec ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec l'histoire ? Et ce qu'elle peut faire, c'est justement travailler cette matière mnésique, cette matière de souvenir, qui est effectivement une matière complexe, qui est aussi un motif extrêmement fuyant, dans la mesure où c'est une mémoire qui est encombrante. Au moment de la libération, les Havrais, ils n'ont pas pu tellement célébrer, être dans le concert national, la liesse nationale, les bals, etc. Non, ils pleuraient les morts, la ville était même pas d'ailleurs détruite, elle était anéantie, c'est-à-dire qu'on voyait la mer depuis la gare. C'est la grande, l'axe du livre. Et comme le disait Didier, alors alors c'est pas des légendes urbaines, ça peut sembler totalement effarant, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de gravats parce que c'est une grande ville. Enfin, c'était important. C'est pas c'était sur une très très grande surface. Donc que des gravats qu'on ne peut pas décaisser, donc ils sont repoussés vers le rivage. Déjà, la nouvelle ville construite, elle est construite elle prend une hauteur de 1,50 m à peu près, et en certains endroits un peu plus. Donc il faut voir le fait que voilà, la ville, elle est reconstruite sur ses propres ruines. Donc qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Eh ben, il y a une espèce de matière qui semble issue de la guerre, qu'on ne sait pas bien nommer. C'est des ruines, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses dedans, du mobilier, des objets, des papiers sûrement, et puis éventuellement des corps. Et la question de la plage du Havre, c'est vrai que c'est un truc effarant de se dire que ces galets du Havre, c'est probablement pour une grande partie d'entre eux. Alors, il y a une origine des galets qui est l'érosion lithique, les fragments de silex qui se détachent de la falaise de la Hève et qui sont brassés dans le courant et qui se forment des galets. Et puis, il y a aussi ce qui était là depuis donc, plusieurs dizaines, donc depuis 80 ans. Et ces blocs qui sont fractionnés, qui sont brassés, etc. Ce qui fait que quand on va s'asseoir sur les galets, je sais pas, fumer sa clope, regarder les bateaux, on est assis sur les ruines de la ville. Tout ça, ça crée quelque chose que la littérature peut vraiment attraper. Je pense que je dis pas du tout que les textes historiques eux-mêmes peuvent pas les dire, mais la littérature peut les incarner en mobilisant ses propres outils. D'abord le langage, l'écriture du détail, mais aussi évidemment certaines figures, ce qu'on peut appeler les personnages ou des scènes. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que les romans, on le voit là, s'écrivent beaucoup avec les travaux des historiens. C'est-à-dire que je pense que l'histoire et la littérature sont aussi des vases un peu communicants. Il ne s'agit pas de se prendre, nous, pour des historiens,
mais je pense qu'il y a de plus en plus d'auteurs, et ça se voit même dans cette rentrée littéraire, qui travaillent, qui vont aux archives nationales, qui se font s'ouvrir des boîtes, qui regardent dans les liasses, et qui travaillent comme, en fait, alors avec pas une méthode scientifique qui serait celle auxquelles les historiens sont formés, mais néanmoins il y a une aimantation de ces matériaux-là, qui est une façon peut-être aussi de réfléchir sur les rapports du réel en fait et de la fiction, et comment en fait on peut travailler ça, je trouve que c'est passionnant. Mais c'est vrai qu'il y a de l'émotion, cette question de l'émotion, elle est centrale. Vous avez vu comment les gens qui écrivent bien, ils parlent bien aussi. Non, c'est tellement intelligent avec cette réflexion parce que là on vient de parler beaucoup des traces, et c'est très bien d'avoir évoqué les archives, c'est le matériau de base des historiennes, des historiens, mais on se tait pour ces raisons, les douleurs et les trahisons, parce que ça permet, Gaël Faye, ce sont vos mots, d'évoquer tous ces silences, parce qu'il y a ça aussi, et c'est peut-être un élément où la fiction nous aide aussi à réfléchir au passé, parce que l'historienne, l'historien, on le disait, il va aux archives, il regarde les résultats d'une fouille archéologique, il a besoin de documents. Mais il y a les silences. Alors il peut les prendre en compte, mais c'est très difficile. Vous, j'utilise au pluriel, mais vous pouvez partir du silence pour essayer de comprendre quelque chose. Peut-être le remplir ou peut-être le laisser. Mais ne serait-ce que mettre le silence au cœur de cette réflexion, le non-dit, le on ne sait pas, le je cherche à comprendre pourquoi, et bien ça, c'est déjà une narration possible. Moi, il m'a fallu comprendre d'abord qu'il y avait du silence. Parce que quand c'est une donnée dans laquelle on grandit depuis toujours, on n'a pas conscience qu'il y a du silence. Je m'explique. J'étais donc entouré d'adultes à qui parfois on pouvait tenter une question et qui nous disaient « ça ne vous regarde pas » ou « je ne vous réponds pas ». Et lorsque les camarades vivent dans ce même schéma, on se dit que c'est comme ça, la vie est comme ça en tant qu'enfant. Et moi, il m'a fallu arriver en France, côtoyer des camarades de classe, aller chez eux, dans d'autres familles, des familles françaises, et voir des enfants qui posent des questions et des parents qui répondent, et des photos d'aïeux, et une facilité à en parler, une espèce de fluidité dans le dialogue. Et donc de revenir chez moi et de me dire, alors là, ce qui se passe ici, ça ne se passe pas partout pareil. Et donc déjà, cette prise de conscience-là, elle a été importante. Mais ensuite, se dire que l'histoire, qu'un livre d'histoire peut me permettre de comprendre ma propre histoire, c'était improbable. Enfin, jamais je... Et ce qui s'est passé, c'est que donc le génocide a eu lieu en 1994, et ma mère nous amenait dans des commémorations chaque mois d'avril à partir de, je crois, 96. Et donc on allait dans ces commémorations, on écoutait les rescapés. Mais pour moi, c'était comme si j'avais conscience qu'il s'agissait d'un groupe qui faisait référence aussi à mon histoire familiale. Mais il me manquait tellement de pièces au puzzle que je n'y comprenais toujours rien. Et c'est en 2000 que je suis allé voir une pièce de théâtre. C'était la veille de mon baccalauréat. Et j'ai un copain français qui connaissait rien du tout au Rwanda, qui m'a simplement pris une place. Et c'était une pièce de théâtre d'un collectif belge, franco-belge, qui s'appelait le Groupe Off. Et la pièce s'appelait Rwanda 94. Elle durait 5-6 heures. Et je me suis assis dans cette salle, c'était à Lille, en me disant, c'est des Belges et des Français qui vont me parler du Rwanda, mais je me disais que il n'allait rien m'apprendre. Et en fait, je suis sorti au bout de 5 heures, je suis sorti de ce théâtre, et toute l'histoire de ma famille, toute mon histoire m'est apparue de façon limpide. Et donc il a fallu passer par ça, par ce temps-là,
par cette pièce, par ces comédiens, par ce qu'ils tenaient comme histoire pour tout comprendre. C'était fou, ça a changé ma vie, absolument. Et donc, voilà, je crois qu'il y a comme ça des rencontres. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des livres aussi, des histoires de bibliothèque dans mes romances, et que je parle d'un livre ou d'une œuvre artistique comme une rencontre qui peut tout bouleverser. Dans l'idée des commémorations, il y a vraiment de ça aussi, Didier. Vous l'évoquez, dans ces moments où, dans cette banlieue rouge, on se souvient... alors, il y a plein de moments, c'est des résistants qui ont été fusillés, qu'on se souvient de ceux et celles qui combattent contre l'oppression en Algérie et qu'on se souvient de Sharon. La commémoration, c'est aussi un passage de cette histoire. En fait, c'est qu'est-ce qui nous donne envie d'aller voir plus loin. La commémoration, c'en est une pièce de théâtre, c'en est une et un roman, on n'arrête pas de le dire, ça en est. Oui, je voudrais rebondir là, parce que moi, il y a un silence que j'ai brisé grâce au mensonge d'un livre d'histoire. C'est-à-dire que j'ai un grand-père qui était un taiseux complètement, un charentais. On faisait la vigne, il faisait son vin et ainsi de suite. Et il parlait de rien, il avait une grande bibliothèque. Et puis, c'était un ancien maire. Et il était maire de Stein, en fin de compte, au moment du Front populaire, maire communiste de Stein, ami de celui qui va fonder les francs-tireurs et partisans, Charles Tillon. Et à un moment, il y a un livre qui est sorti sur l'histoire de la ville dont il avait été maire. Et je l'ai acheté innocemment et je lui ai offert. Et il est venu à Paris quelques semaines plus tard, et il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, et il m'a dit il faut qu'on parle. Et on a marché à travers Aubervilliers pendant des heures et des heures. Il m'a dit ce qu'il y a dans le livre, c'est des mensonges, là c'est faux. Ça, c'est pas lui qui a fait ça, c'est pas Jacques Duclos qui a fait un procès contre Doriot. C'est moi avec Tillon. Et notre avocat, c'était Léo Hamon, et tout. Donc, il a commencé à me décrypter complètement les mensonges d'un livre historique édité par le Parti communiste sur la ville de Stein. Et puis, j'ai appris à ce moment-là qu'en 1939, il avait refusé le pacte germano-soviétique. Donc il était un des rares élus comme ça, et puis il était resté vraiment très, très, très à gauche. Et à partir de là, j'ai réussi à comprendre le silence. Il est mort quelques mois après ça. Et là, je travaille sur ces questions-là. Ça met des décennies à infuser, comme ça, à retomber, et puis à essayer d'être juste dans tout ce qu'on dit. Mais sur les commémorations, là, c'est pareil, le continent disparu. Moi, quand j'allais à l'école, dans l'école communale, je traversais les rues, et pratiquement toutes les rues à Aubervilliers portaient le nom de gens qui avaient été fusillés. Et dans la classe, j'avais des copains et des copines qui portaient les noms des rues, qui étaient des familles de fusillés. Donc l'histoire de la résistance était là. Quand le colonel Fabien avait son quartier général juste à côté, à la plaine Saint-Denis, la personne qui nous gardait avec mes deux sœurs, c'était quelqu'un qui s'appelle Odette Niles. Personne ne connaît. Elle est morte à 102 ans il y a peu de temps, là. Et c'était la petite fiancée de Guy Moquet. Et donc, il y avait ça. Il y avait Henri Martin, donc le type qui avait refusé de tirer contre les Vietnamiens. Donc, on se cognait complètement à l'histoire. Il y a la guerre d'Algérie qui était là. La guerre d'Algérie, tous les dimanches matins, de la cité, j'habitais la cité Robespierre. La rue qui mène au marché, c'est la rue Hélène Kochneck, aussi, qui est une femme morte dans les camps et tout. Et on allait au marché, mais il y avait 200 ou 300 personnes qui allaient jusqu'à la place du marché du Montfort pour protester contre la guerre d'Algérie qui était là. Et en premier, il y a la personne qui organisait la manifestation tous les dimanches de manière rituelle pendant des années. C'était quelqu'un qui s'appelait Jacques Ralit, qui était là. Il y a ça. Et puis, il est arrivé le jour qui a fait basculer ma vie, c'est le 8 février 1962, Charonne, et où une des meilleures amies de ma mère est tuée par la police de Papon à Charonne. Elle s'appelait Suzanne Martorell, et j'allais toutes les semaines, j'étais pote d'école avec son fils, et j'allais voir, c'était une des seules familles qui avait la télé dans la cité, et donc d'un seul coup, j'ai été confronté à l'âge de 12 ans, à la première mort de ma vie,
Et quand on m'a annoncé le soir, la moitié de ma famille était à cette manif, et ils sont rentrés totalement épouvantés, et ils ont dit « Suzanne a été tuée par Papon ». C'est-à-dire que moi, à l'âge de 12 ans, le 8 février 62, j'avais le nom de l'assassin. Et le nom de l'assassin, j'ai contribué à le faire reconnaître, à le faire commémorer pour ce qu'il mérite sur tout ce qu'il a pu faire depuis l'assassinat des Juifs de Bordeaux, en passant par le 17 octobre 61 et le 8 février, Maurice Papon, c'est-à-dire faire résonner ce nom-là comme un des symboles sanglants de la colonisation et puis de la lutte contre les idées progressistes. Donc ça, c'est né. En fin de compte, ce livre Meurtre pour mémoire, il est né de février 62. La commémoration, c'est pas simplement d'agiter des drapeaux, de défiler, d'applaudir et puis de pleurer avec les survivants. C'est de dénoncer ceux qui en sont responsables et les combattre. Et ils sont toujours là, donc faut toujours et ils reviennent même. Donc il faut véritablement se retrousser les manches. Et donc la difficulté qu'on a en tant qu'écrivain, c'est cette rage, cette rébellion contre l'oubli et tout, et de préserver la littérature. Donc c'est ça le problème le plus aigu qu'on rencontre. Et donc on l'entend là dans les voix et tout, c'est de passer par les rencontres, par l'incarnation, par l'humanité, par l'habillage de la douceur des mots. Alice, un petit mot. Oui, je voudrais aussi rebondir sur cette question des silences, parce qu'en fait, je crois que ce qu'on fait par nos travaux, d'une certaine manière, ça montre que ça marche jamais, le fait de léguer des silences, le fait de vouloir arrêter une transmission de l'horreur en ne parlant pas. Parce qu'en fait, c'est pas comme si on léguait un terrain neutre. C'est pas comme si on disait, voilà, regarde, tiens, toi, tu peux jouer sur cet endroit-là où j'ai arrêté la guerre, où j'ai arrêté le massacre, où j'ai arrêté les souvenirs des amis morts, etc. Tout est neuf et tout est pour toi. Non, en fait, il y a quelque chose qui passe de toute manière. Quand Gaël disait c'était dur d'identifier les silences en fait en grandissant, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, c'est-à-dire on les repère pas comme des silences de toute manière. On prend les petites bribes qui nous ont été données et on les amalgame ensemble et ça fait la créature de Frankenstein. Et pour que quelqu'un nous dise en fait ce bout-là, il va pas avec ce bout-là, et qu'on soit capable de se dire ah oui, au milieu il y a des années entières qu'on m'a tué, ça demande une certaine maturité et ça arrive plus tard. Et il y a toujours en fait aussi un effort, il y a toujours une imagination qui se met au travail quand on lègue rien. Je l'avais vu dans la thèse de Giulia Fabiano qui travaille sur la mémoire, les descendants des harkis du Mastibert à côté d'Arles. Et c'est aussi quelque chose qui apparaît très fort dans un documentaire qui s'appelle, je pense, du sang dans les amandiers, et où on voit en fait les gamins à qui on n'a rien raconté, mais si tu leur dis ils ont fait quoi tes parents ou ils ont fait quoi tes grands-parents, ils commencent par dire je sais pas, mais après ils ont quelque chose qui n'est pas forcément une idée, mais en tout cas qui est une envie. Ce qui veut dire, un peu comme dans le livre de Gaël, que le jour où il y a un bout d'histoire qui va ressurgir, si cette histoire-là, si ces faits, ils ne sont pas en adéquation avec ce qu'on sait raconter, ça va faire très très mal. Ça va être une déflagration d'une douleur vraiment intense. Et donc, encore une fois, c'est pas possible de juste léguer des silences. Et après, sinon, voilà, après, ça nous donne du travail en même temps. Mais quand même. Oui, je voudrais aussi dire que tout ça, ça nous permet aussi, alors c'est d'être des écrivains contemporains. C'est-à-dire que, en fait, même quand on s'intéresse à l'histoire, que ce soit des bombardements qui ont eu lieu il y a 80 ans, que ce soit le livre d'Alice, celui de Gaël, celui de Didier, en fait, c'est aussi une façon d'attraper le monde contemporain. Et moi, je pense que, évidemment, que la littérature, elle est contemporaine. C'est-à-dire, elle fait vibrer quand même. Elle doit faire vibrer, elle doit relancer, en tout cas, de quoi penser le monde d'aujourd'hui. C'est vrai que quand moi j'écrivais sur les bombardements du Havre, j'avais quand même en stéréo les bombardements qui avaient lieu en Ukraine, notamment au début c'était quand même Kharkiv et Mariupol, enfin le théâtre de Mariupol, puis Kharkiv.
Kharkiv, c'était aussi c'est des villes esquintées, etc. Donc et puis, après le 7 octobre, ça a été les bombardements de Gaza. Et si vous voulez, je me disais, c'est fou, je suis en train... je commence un roman, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans cette histoire du Havre. Et en fait, je suis en train d'attraper le ressac, en fait, la vibration, en tout cas, de ces bombardements-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour dire que aujourd'hui, l'histoire, elle a lieu sous nos yeux. On sait pas comment elle n'est pas encore écrite, et puis il faut du temps. Mais de fait, cette histoire des silences, je suis d'accord avec ce que dit Alice dans la mesure où ça marche jamais. Mais ça marchera d'autant moins qu'aujourd'hui, je pense beaucoup à la jeunesse et à la manière dont elle prend part aujourd'hui, et dont elle s'engage dans certaines questions qui sont sur des sujets qui sont souvent loin d'elle, notamment la question de la guerre. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui regarde encore la littérature, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on transmet comme émotion, comme idée, etc. dans nos livres. Comment on contribue aussi à produire un écho, à établir une espèce de résonance. C'est vrai que en écrivant sur Le Havre, tout d'un coup, je me suis trouvée totalement câblée avec la question de la guerre, et puis la question des bombardements, ce qui n'est pas n'importe quelle guerre, parce que tout d'un coup, les bombardements, ils ont une histoire. On n'a pas toujours fait la guerre en balançant des bombes. Cette espèce de changement de paradigme qui fait que tout d'un coup, c'est les civils qui meurent. Ce ne sont plus des armées, j'allais dire entre guillemets, régulières qui s'affrontent sur des champs, mais finalement, c'est des civils qui meurent et donc des familles qui disparaissent par des générations entières de familles. Bon, ça c'était quelque chose qui m'a énormément frappée. Je le sentais quand j'écrivais, comme si j'appuyais sur le pouls de ma veine. Je me disais, mais c'est incroyable, on est dans les... En fait, c'est aussi ça qu'on attrape, et c'est aussi ça que le roman permet d'attraper, ces questions-là. Puis je voulais dire un mot à Didier, parce qu'en fait, quand il a parlé de Charonne, pour moi, en tout cas, c'est un des livres qui m'a le plus marqué. C'est le livre d'Alain de Verp qui s'appelle Charonne, qui est absolument un livre incroyable, une espèce de radiographie totale de cet événement. C'est un des plus beaux livres d'histoire que j'ai lu, et qu'il a écrit pour sa mère qui était une des victimes de Charonne. Et c'est ça pour dire que les liens entre justement même la matière historique, les livres d'histoire, et ça c'est un livre immense, et c'est pour moi évidemment comme un grand pan de littérature aussi. Dans Fou d'Histoire, effectivement, il y a des auteurs, des autrices, avec ces 215 qu'on connaît bien, le pochoiriste, il y a une autre manière d'exprimer le passé, il y a par la musique, par les œuvres d'art. Moi, j'ai vécu ça comme une véritable aventure, et voilà, on a tous été ensemble dans un studio de radio, et puis il y a ce dialogue où moi je me laisse embarquer littéralement, mais comme tout le monde ici aujourd'hui, où ça fait réfléchir, ça interpelle. Il y a ce livre maintenant, mais ce que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est combien, à la lecture de ce que vous avez écrit ici, de ce que vous nous dites là, l'envie est immense de lire ou relire vos œuvres, parce qu'on comprend la profondeur de la réflexion de ce que vous faites. Et alors, Jour de ressac, on ne peut pas tout citer, hein, mais L'art de perdre, Jacques Aranda, avec Cannibale à relire et tout. On a ici, et moi, je vous le dis vraiment parce que je l'ai vécu comme ça, des livres pour lesquels j'ai vraiment pris un immense plaisir à les lire. Et là, l'envie de les relire en me disant, mais c'est pas que j'ai le mode d'emploi, hein, c'est loin de ça, mais peut-être une autre clé de lecture. En tout cas, merci vivement à tous les quatre d'être venus là aujourd'hui pour discuter avec nous. On va peut-être poser quelques questions, hein, mais vous pouvez les applaudir vraiment beaucoup. C'est le moment de la frustration, vous savez.
C'est le moment de la frustration, des mains qui se lèvent, et il n'est pas possible de prendre toutes les questions. Alors, je ne sais pas, levez les mains. Je vois qu'il y a des micros qui circulent. Si vous avez envie... Mais non, c'est le problème des gens qui disent tous. C'est ça, ils mettent leur manteau parce qu'ils ont une autre conférence après. Moi, je suis prêt à... J'allais dire vous libérer, mais non, parce que je ne vous retiens pas captif. Non, est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, hein, profitez-en. Par là-bas, allez-y. Alors... Je voulais vous remercier tous et toutes pour vos interventions qui sont merveilleuses. Je suis très, très émue. J'ai été très sensible à ce que vous parliez, et des silences, et de votre expérience personnelle, et de l'émotion. Et je voulais de l'univers, des univers qui disparaissent. Et je voulais savoir, est-ce que ça vous rend pas, donc ce côté historique, ce côté d'aujourd'hui, est-ce que ça vous rendrait pas un peu visionnaire? Non, mais c'est baudelairien comme remarque, hein. Mais c'est vrai, c'est l'artiste, le poète qui est un peu prophète. Je sais pas, allez-y, hein, qui veut répondre? Visionnaire, mais je sais, parce qu'il y a de la modestie ici. Mais en tout cas, une autre lecture de la chose. Dans ces cas-là, moi, j'interpelle. Je me souviens que j'ai longtemps été enseignant. Alice? Et Alice a ressenti ce truc qu'on a tous eu. Oh non. C'est pas juste, monsieur. En fait, c'est vrai que moi, c'est des termes qui me mettent pas très à l'aise, visionnaire ou prophétique. Je me dis qu'en fait, on a un privilège qui est assez incroyable, qui est de s'extraire un peu du temps pour pouvoir concentrer notre attention pendant des processus qui sont assez longs, pour parler d'un sujet, parfois d'un territoire. Et donc forcément, on a le temps d'être attentif à des détails, à des courants, et comme le disait Maëlys aussi, on a le droit, parce qu'on fait de la littérature, de nommer des choses qui sont un peu plus tremblantes que les faits solides, et que dans le cadre d'une recherche scientifique, on serait un peu gêné de nommer parfois. Mais c'est, voilà, pour moi, c'est beaucoup plus le luxe d'avoir le temps de regarder avec attention et avec douceur. Didier? Oui, les hasards, les coïncidences, moi, quand il n'y en a pas, quand je suis en train de travailler sur un livre, c'est que le livre ira pas jusqu'au bout. Et il y a quelque chose qui a été extrêmement troublant. J'avais écrit Le Retour d'Ataï en Calédonie. Un Kanak m'avait dit, dans les revendications du peuple kanak, l'indépendance bien sûr, il y avait le fait que Kanak, ça s'écrive pas avec un K, avec un C, Kanak, parce que c'était une insulte raciste, mais avec un K, K-A-N-A-K. Et ça, ils l'ont obtenu. L'Académie française a été obligée de changer l'orthographe du mot kanak. Maintenant, il faut aller à la lettre K. C'est une victoire linguistique, politique et tout, importante. Mais il y avait aussi une autre revendication, c'était la restitution de la tête du guerrier Ataï de 1878. Et cette tête était totalement introuvable. Michel Rocard avait fait une commission d'enquête et tout, il ne l'avait pas retrouvée. Et le livre paraît, je reçois quelque temps après là, un coup de fil du directeur du musée anthropologique de Rouen, qui me dit, je viens de lire Le Retour d'Ataï, je prends mes fonctions et j'ai trouvé une tête dans les sous-sols du musée. Je dis, la tête d'Ataï, il me dit, non, c'est des Maoris, mais on va rendre cette tête Maori et tout, on va retrouver et tout. Est-ce que vous voulez faire partie d'un petit comité pour la restitution de la tête Maori? Je dis, bon, on y va. Et donc je me retrouve dans cette aventure comme ça. On réussit à retrouver la famille Maori et tout, et avec tout un tas d'institutions. On fait une cérémonie de restitution de la tête à la mairie de Rouen. On se fait attaquer par la ministre de la Culture, Madame Albanel, qui travaille maintenant dans l'endroit où elle aurait dû toujours aller, à la direction de Orange. Et... Elle interdit la restitution parce que, selon le ministère de la Culture, c'était une partie d'une collection patrimoniale française. Alors nous, on lui a dit non, c'est la partie d'un corps. Sauf
Sauf que le tribunal administratif a donné raison à Madame Albanel. Et donc il a fallu repartir et tout et tout. Et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à fréquenter tout un tas d'anthropologues. Et à un moment, dans une conversation d'anthropologue, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il savait où était la tête d'Ataï. Et elle était planquée au musée de l'Homme, dans des réserves. J'ai écrit à la direction du musée de l'Homme, je me suis fait jeter, et puis j'ai insisté. Et là, on m'a accordé une entrevue avec le numéro 2 du musée de l'Homme, qui est maintenant à la retraite, et j'ai pu le rencontrer. Quand je suis arrivé dans son bureau, je lui ai dit bonjour, il m'a dit « Ça fait longtemps que je vous attendais ». Et il m'a conduit à l'endroit où était planquée la tête d'Ataï depuis 80 ans. Et je me suis mis en contact avec mon ami de la bibliothèque de Nouméa, qui a donné l'information au conseil coutumier kanak, et on a fait une visio et tout, et on a pu mettre en place la restitution de la tête d'Ataï, qui s'est faite avec les ministres et tout, dans les locaux du musée de l'Homme. J'ai pu faire un petit discours comme ça, devant le responsable en premier du musée de l'Homme, qui m'a applaudi. Donc voilà les visionnaires. Bravo. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Ah, je vois une main qui s'agite tout là-haut, mais désolé, perdu. Le micro est là. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup pour tous ces récits. Moi, j'aurais une question qui est plutôt au fond de toutes ces histoires, disparition, destruction, effacement. C'est le fait de retrouver et la parole et l'âme. L'âme des êtres humains qui font l'histoire, au-delà des objets, au-delà des bâtiments. Et c'est un peu ce ressenti-là, et je voudrais savoir si c'est à partir de là, des tripes, en fait, finalement, que les choses ressortent dans le récit. Oui, c'est ça, hein, donner une identité aussi dans cette histoire. Je ne sais pas qui veut répondre, mais simplement en retraçant des parcours de vie au milieu de tout ce que nous avons évoqué, c'est aussi redonner une vie, une identité. Maëlys, oui. Oui, alors, moi je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que je pourrais le dire aussi de cette manière-là, c'est-à-dire que la question de l'histoire, c'est quand même la question du récit, en fait, tout simplement. C'est la question d'une narration, c'est la question d'une transmission de témoignages. Et d'ailleurs, plus que visionnaire, je suis comme Alice, c'est des mots qui me mettent assez mal à l'aise. On est presque, et c'est ce que vient de démontrer Didier, comme des corps conducteurs, c'est-à-dire on est investi d'une question qui nous passionne, d'une enquête qui nous taraude. Il y a quand même cette idée d'aller explorer, d'aller découvrir, et je trouve que ça c'est quelque chose qui nous conduit vers quelque part et qui nous conduit vers des gens. Et en fait, c'est exactement ce que dit cette personne. Pour moi, la question centrale, c'est vraiment la question du récit humain, de la parole. C'est pour ça que l'histoire, je reboucle une seconde sur les commémorations. Pour moi, les commémorations, c'est toujours des moments assez délicats, parce que finalement, c'est aussi une mainmise sur l'histoire. C'est aussi, il ne faut pas que l'histoire soit figée, il ne faut pas que l'État prenne la main, parce que les commémorations, c'est souvent ce que vient de dire Didier, en face d'institutions, de la présence de l'État comme pouvoir, comme aussi pouvoir de fixation aussi d'une histoire. Et voilà, en partant plutôt des récits, de la question des âmes humaines, comme vient de dire monsieur, on garde une espèce de fluidité, et il y a vraiment cette idée de corps conducteur, et je pense que les écrivains peuvent être un peu comme ça des corps conducteurs. C'est un peu aussi l'idée que je me fais, par exemple, de vos livres. Vous voyez que ça, vous avez conduit une forme il y a une électricité dans ces livres qui flue dans la narration. C'est ça qui rend aussi toute cette intensité à ces romans-là.
J'en lis beaucoup, moi, des livres d'histoire, et c'est rare que j'ai autant envie d'aller boire des bières dans des lieux complètement improbables avec des bibliothèques entières ou au bord d'un lac que comme dans le roman de Gaël Faye. On a envie d'y être, on a envie de rencontrer les gens. C'est ça aussi, cette magie de la littérature, et c'est ça aussi, cette magie de ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Merci vivement à tous les quatre. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup.